Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, la fin de vie et les soins palliatifs sont à nouveau en discussion à l'Assemblée nationale en deux textes distincts. Le collectif Démocratie, Éthique et Solidarité s'inquiète et s'alarme de ces propositions de loi. On va y revenir dans le détail avec l'un des cofondateurs de ce collectif, c'est Laurent Frémont qui sera sur le plateau. Après le vote surprise en commission pour la suppression des ZFE, les jours des zones à faible émission sont-ils comptés? Olivier Blond, délégué spécial à la lutte contre la pollution de l'air en Île-de-France, sera tout à l'heure en plateau pour pousser un coup de gueule. Et puis en fin d'émission, rendez-vous avec un ancien agent de la CIA devenu auteur de romans d'espionnage. L'Américain David McCloskey viendra nous parler de son dernier livre élu meilleur thriller. Ça s'appelle Moscou X. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Laurent Frémont. Bonjour Anna-Emmanuel. Vous êtes coordinateur du collectif Démocratie, Éthique et Solidarité. Vous êtes par ailleurs juriste. Alors je le rappelais dans le sommaire, les propositions de loi relatives aux soins palliatifs et à l'aide à mourir reviennent à l'Assemblée nationale. Un examen qui a commencé en commission des lois. Ça va démarrer, donc ça va se poursuivre toute la semaine. Deux textes distincts désormais et un vote solennel qui aura lieu le 27 mai. Alors, je le disais, vous êtes un des cofondateurs, le coordinateur d'un collectif qui tire la sonnette d'alarme sur les dangers et les dérives à propos de la proposition de loi relative à l'aide à mourir. Déjà, quel est ce collectif? Qui est dans ce collectif Démocratie, Éthique et Solidarité? Alors c'est un collectif qu'on a créé il y a un an maintenant avec le professeur Emmanuel Hirsch qui est spécialiste d'éthique et qui réunit maintenant une centaine de personnes de la société civile, donc des juristes, des magistrats, des philosophes, des éthiciens, des soignants aussi, et aussi des patients et des proches. Et l'objectif qu'on s'est donné, c'est de réfléchir aux enjeux relatifs à la fin de vie. Et donc dans ce cadre, on a produit un avis éthique qui vient analyser en détail cette proposition de loi qui est examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Et donc qui vient tout simplement poser un peu les enjeux de cette loi et qui vient aussi analyser ce qui se fait à l'étranger, quels sont les risques engendrés par cette proposition de loi. Alors, un rapport, un avis qui a déjà été en partie publié par ma consoeur et collègue Agnès Leclerc dans le Figaro, c'était lundi. On va revenir avec vous. Vous pointez, les dangers et les risques. Pour vous, le premier... Partons depuis le début. Le texte est très différent du précédent. Alors c'est à l'origine le projet de loi du précédent gouvernement, du gouvernement Attal, donc, qui avait voulu confondre soins palliatifs et euthanasie et suicide assisté, mais avec les amendements de la commission spéciale et du début de séance avant la dissolution. Et donc on arrive à une version qui est assez bancale, qui est mal rédigée, et qui aussi ouvrirait la porte au système peut-être le plus permissif au monde en matière d'aide à mourir. Le plus permissif au monde, alors, c'est-à-dire Alors très concrètement, si on reprend les différents éléments, déjà la France serait le seul pays à faire entrer l'euthanasie et le suicide assisté dans le monde du soin, donc dans le code de la santé publique, même au titre d'un droit à recevoir les soins les plus appropriés. La France serait aussi le seul pays à définir des critères aussi flous d'emblée. On sait que dans les autres pays, les critères finissent toujours par s'ouvrir, mais là, en France, d'emblée, on irait plus loin que la plupart des autres pays. Et aussi une procédure très laxiste qui ne protège absolument pas les patients et surtout les plus vulnérables. Alors, désormais, selon la proposition de loi, les patients devraient présenter, pour être, entre guillemets, éligibles, une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale pour donc accéder à ce qui va être donc ce qui est proposé au suicide assisté ou à l'euthanasie. Affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, phase avancée ou terminale, c'est trop flou, c'est ça pour vous ?
C'est là où c'est extrêmement pernicieux, parce que quand on entend ces mots, ils font peur. Mais si on prend juste le temps, une minute, de les décortiquer, une infection grave incurable, eh bien, ça recouvre environ 14 millions de personnes en France qui souffrent d'affections de longue durée. Donc vous pensez par exemple au diabète, au Parkinson, Alzheimer, etc. Maladies cardiovasculaires. Donc, affection grave incurable, c'est déjà extrêmement large. Après, on a en phase avancée, ça ne veut rien dire, il n'y a pas de définition médicale. On a une définition sur phase terminale, mais là on a aussi la phase avancée ou terminale. Donc ça ne répond à aucune définition. Et enfin, on a qui engage le pronostic vital, mais sans horizon de temps. On ne dit pas si c'est à court terme, à moyen terme, à long terme. Et donc finalement, c'est un critère qui n'est même plus opérant. Et donc, quand on voit tous ces critères, on se rend compte que c'est la porte ouverte non à un droit d'accélérer la mort dans les tout derniers instants, donc un texte qui serait relatif à la fin de vie, comme il prétend l'être, mais vraiment un texte qui peut concerner un très grand nombre de pathologies, et avec des critères qui sont très flous, très subjectifs, qui ne répondent à aucune définition, et notamment avec un critère de souffrance qui restera très subjectif, qui ne sera pas objectivé. Et donc, c'est la porte ouverte à un certain nombre de cas très, très larges, et surtout avec des garde-fous qui n'en sont pas. Vous pointez également un accès quasiment sans limite, c'est ça, au suicide assisté et à l'euthanasie. Oui, en fait, c'est là où il y a un peu une contradiction entre les objectifs affichés du texte qui prétendent qu'on est là vraiment sur les tout derniers jours, toutes dernières heures de vie. Mais en réalité, quand on regarde de manière clinique, scientifique, tous ces critères, on se rend compte que plusieurs millions de personnes seraient potentiellement concernées, et avec une procédure qui même les inciterait à demander et obtenir facilement la mort provoquée. C'est-à-dire, quelle est cette procédure qui pourrait inciter, influencer Alors, ce qu'il y a d'étonnant dans cette loi, c'est qu'il suffirait de demander à un médecin, on ne précise pas lequel, donc un médecin quelconque. Donc ça peut être votre généraliste, c'est ça ? Il y a quelques restrictions, il ne faut pas que ce soit un allié, un conjoint, ni rien, mais ça peut être un médecin qui peut être indéfini, un médecin à qui vous demandez la mort, et ce médecin doit demander un second avis, mais cet avis n'est même pas contraignant. Et le second médecin peut rendre son avis à distance, sans même vous examiner. Et ce médecin donc est censé vous donner une réponse sous 15 jours, donc c'est un délai qui est excessivement contraint, donc sans collégialité, il n'a même pas besoin d'associer d'autres collègues, il peut éventuellement consulter un psychologue ou un psychiatre, mais ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas d'intervention d'autres spécialistes, et donc il y a vraiment cette toute-puissance solitaire du médecin qui sera amené à prendre cette décision sans frein réel et sans éclairage différent. Or, on sait qu'une personne n'est pas un individu isolé, elle est souvent prise en charge par des professionnels, et puis il y a même la vie des proches qui doit être prise en compte et qui n'est même pas abordée. Et d'une équipe généralement, une équipe qui va des infirmiers, d'infirmières et aides-soignants aussi, tout à fait. Pour une vision globale. Tout un environnement qui n'est absolument pas pris en compte, et donc c'est ça qui est dangereux. Et il y a aussi même dans les modalités de la demande, la France serait le seul pays à prévoir une demande seulement orale, donc ni écrite, ni signée, sans témoin. Et donc même la Belgique prévoit quelque chose de plus contraignant. Et donc là aussi, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, forcément, parce qu'il n'y aura aucune traçabilité. Et finalement, une simple demande orale à un médecin solitaire pourrait suffire à obtenir la mort. Et on le sait, pour avoir souvent parlé de cette question, avoir reçu des psychiatres chargés de cette question, les demandes de mort existent, mais elles sont évolutives. C'est souvent une demande à ne plus souffrir. Oui, c'est ça. Finalement, on oublie tout ce qui fait la complexité de la vie. On néglige la vie des psychologues et des psychiatres. Et donc finalement, c'est une procédure très expéditive. Et quand je disais qu'elle incite, très concrètement, si la personne décide de repousser l'acte létal, le médecin doit lui refixer une nouvelle date. Donc c'est quand même très enfermant. Les portes de sortie sont très limitées. Et surtout, on a une implication des soignants, de ce médecin à toutes les étapes, qui fait que vous entrez finalement dans un couloir dont vous ressortez pas. Le couloir de la mort, finalement, c'est ça. Vous évoquez dans ce rapport, dans cet AGI, le risque de l'émergence d'un droit opposable à mourir. C'est ce que vous craignez justement à propos de ces médecins qui seraient... Oui, parce que là, on a aussi une contradiction majeure qui est que
Une personne sur 2 aujourd'hui meurt sans avoir accès aux soins palliatifs alors qu'elle le nécessiterait. Les consultations antidouleurs peuvent prendre plusieurs mois. Vous savez qu'il est très difficile d'obtenir un accès à un médecin, mais pour autant, l'accès à la mort sera plus facile, plus rapide. Et encore une fois, dans des délais très courts. On est dans des délais qui sont inférieurs à des actes de la vie courante ordinaire, comme un crédit immobilier, comme des opérations de chirurgie esthétique. Et donc, finalement, on n'est plus là dans une loi d'exception, mais vraiment dans une loi très incitative. Alors, vous citez ce terme de loi d'exception parce que ça fait référence à ce qu'avait dit et annoncé le président de la République, c'est bien ça? Oui, c'était l'ambition affichée, et c'est un sujet qui revient depuis longtemps, depuis le rapport Sicard en 2012. Et donc, il est envisagé de prévoir quelques cas exceptionnels où on puisse faciliter ou accélérer la mort. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et en fait, il faut vraiment que l'opinion publique en soit consciente, parce que il y a une forme de tromperie sur l'objectif de ce texte. Et donc, quand on le regarde en détail, quand on le lit précisément, on se rend compte que ce n'est pas une loi d'exception, mais véritablement un nouveau droit à l'autodétermination. D'ailleurs, c'est pas étonnant, parce que ça correspond bien à la philosophie de ses promoteurs. Le député Olivier Falorni, qui a déposé cette proposition de loi, est un membre historique de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Donc, c'est une association qui fournissait historiquement des guides d'autodélivrance à ses membres, avant que ce soit interdit par la loi, et pour qui le fait de pouvoir choisir sa mort est un élément déterminant d'une forme d'humanisme. Or, ce nouveau droit, évidemment, serait extrêmement risqué, notamment pour les personnes vulnérables, les personnes seules, les personnes isolées, handicapées, personnes âgées qui ont peur d'être un poids finalement pour la société. Pour la société et leurs proches. Les partisans de l'aide à mourir, je les ai écoutés la semaine dernière lors des auditions, ils parlent de l'aide à mourir comme un soin ultime. C'est bien ça les mots qui sont choisis par les partisans. Oui, donc c'est là on voit que c'est très dangereux, parce que considérer la mort comme un soin, c'est un peu le début de toutes ces dérives. Et on voit qu'au Québec, notamment, où maintenant 7% des décès sont dus à l'euthanasie, on appelle ça le soin, avec un grand S. Donc c'est finalement assez dystopique, c'est une inversion des valeurs. On considère que donner la mort, c'est un soin, on considère que c'est une liberté. Or, alors là, beaucoup d'un point de vue purement juridique, donner la mort ne peut pas être une liberté, ça ne peut pas être un droit, parce que ça supprime le sujet, tout simplement. Vous évoquiez le professeur d'éthique Emmanuel Hirsch, qui fait partie donc de ce collectif. Il a écrit, lui, que le texte tel qu'il est écrit pour le moment est une rupture anthropologique. Vous partagez aussi cette analyse, ces mots? Oui, alors on a toujours peur des mots un peu forts, mais c'est vrai que d'un point de vue de notre civilisation, ça fait 2500 ans qu'on se pose cette question. Est-ce que c'est le rôle du médecin de donner la mort? On a toujours répondu non. Et là, de manière très facile, très légère, on s'apprête à dire oui, sans vraiment que les conséquences de cette rupture soient vraiment envisagées. Vous parliez tout à l'heure, vous avez employé un mot très fort, vous avez parlé de tromperie à propos du texte. Pourquoi ce mot? Quelles sont finalement les visées des partisans de l'aide à mourir? En fait, tout est trompeur. Même le titre de cette loi, c'est proposition de loi relative à la fin de vie. Or là, on l'a vu, on parle de cas qui ne sont pas des cas de fin de vie. On parle dans l'exposé des motifs d'un ultime recours. Or là, on n'est pas du tout dans un ultime recours, mais plutôt comme un accès facilité à la mort. Et donc il y a un discours dominant, mais y compris de la part du gouvernement. C'est vrai que depuis le début, il est compliqué aussi à suivre ce débat, parce que les mots sont complexes. Oui, puis tout simplement le fait que ce texte ne désigne pas l'euthanasie ni le suicide assisté, mais parle d'aide à mourir. L'aide à mourir, c'est ce que font tous les soignants, notamment en soins palliatifs, qui accompagnent les personnes qui sont en fin de vie. Elles les accompagnent, elles prennent en charge leur douleur, l'environnement, etc. Mais là, parler d'aide à mourir pour finalement les injections létales, donc mettre fin à la vie de quelqu'un, c'est là aussi une tromperie et une forme c'est une forme tout simplement d'abandon d'une rigueur éthique et médicale élémentaire. Laurent Frémont, qu'est-ce qu'on répond aux patients qui sont dans une très grande souffrance? Alors, il y a plusieurs éléments dans la souffrance, mais si on parle de douleur, aujourd'hui, la science a fait énormément de progrès pour soulager les douleurs. Et la plupart des technologies innovantes, même des thérapies innovantes, ne sont pas appliquées en France, parce que la douleur, c'est un sujet qu'on a longtemps négligé.
Donc peut-être que notre priorité collectivement serait tout simplement de venir répondre à ces douleurs, à venir les soigner, à innover toujours plus pour que les personnes ne ressentent pas de douleur. Et sur la souffrance au sens plus large, donc souffrance aussi psychique et existentielle, là pour le coup je pense que c'est le rôle de la société, et en particulier des psys, mais aussi de l'entourage, que d'entourer les personnes, notamment les personnes seules, les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Mais en tout cas, c'est pas parce que des personnes souffrent qu'il faut tout simplement leur proposer la mort. Je pense que notre responsabilité éthique collective, c'est avant tout de les entourer, de les accompagner et de soulager leur douleur. Est-ce que vous êtes néanmoins pour une évolution de la loi, et si c'est le cas, quelle piste, quelle évolution vous envisagez? Je trouve ça fascinant que sur un sujet comme ça, on veuille toujours changer de loi. Enfin, vous trouvez qu'on accumule trop les lois, c'est ça? On a eu 3 lois en 25 ans. La dernière date de 2016, elle n'est pas appliquée, elle n'est pas connue. On manque de moyens tout simplement pour la mettre en œuvre. Et donc là, il y a une obsession à toujours légiférer, et c'est pas le rôle de la loi que de venir répondre à des situations extrêmes ou individuelles. La loi est là pour poser un cadre. Ce cadre, c'est un équilibre très subtil entre l'accompagnement, le non-acharnement et aussi le respect des volontés du patient. Et donc on est parvenu à cet équilibre. C'était une loi transpartisane, la loi Leonetti. Oui. Et donc on va aujourd'hui non pas aller plus loin, mais partir sur un autre modèle. Donc pour vous, il faut rester sur cette loi Leonetti, c'est ça? Elle fixe un très bon cadre. Qui vous semble juste. Et après, comme le disait Badinter, la loi est là pour le cadre général. Après, il y a éventuellement des situations individuelles qui peuvent être réglées par la justice. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il y a quelques cas qui sont effectivement compliqués qu'il faut, sous le coup de l'émotion, sous le coup d'une forme d'idéologie aussi, vouloir tout de suite transgresser et légaliser l'homicide médicalisé, qui est quand même une rupture dans notre relation de soins et dans notre culture. La loi Leonetti, vous pouvez nous rappeler, c'est la sédation profonde? Alors ça, c'est la loi Claes-Leonetti. La sédation profonde est continue maintenue jusqu'au décès. Mais la loi Leonetti, c'est une loi qui interdit l'acharnement thérapeutique et qui prévoit finalement une clause de non-abandon. Donc on dit aux personnes en fin de vie, on sera là pour vous soulager jusqu'au dernier moment. Fin de vie, jusqu'au dernier moment, et vous soulager parfois, quitte à abréger les jours. C'est le principe du double effet de la sédation profonde et continue, mais l'intention de donner la mort n'est jamais là. L'intention est toujours de soulager en priorité, même si cette sédation peut entraîner le décès, c'est bien ça. Peut en tout cas l'accélérer. Oui. Alors un avis qu'on peut retrouver, votre avis du collectif Démocratie, Éthique et Solidarité, sur votre site. On va le voir à l'écran, et puis ce sera un livre qui sera disponible aussi, je crois, en mai 2025, c'est ça? Tout à fait, c'est un peu un recueil des différentes positions de notre collectif sur ce sujet important. Pour peser dans le débat public. Vote solennel, le 27 mai, on sera amené à y revenir sur cette question. Et puis, je vous recommande le beau documentaire Ensemble, signé Laurence de Charette, la directrice adjointe du Figaro, avec Katrina Marx. Immersion dans un centre de soins palliatifs du Sud, où l'on voit plusieurs bénévoles. C'est un documentaire avec beaucoup d'humanité, de joie, de rire. C'est une leçon d'humanité à retrouver sur le site lefigaro.fr et sur la plateforme TF1+. Merci Laurent Frémont d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Les députés se penchent aussi sur une autre question cette semaine, l'abrogation des ZFE. Hier, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, était sur BFM TV. Elle s'exprimait sur le sujet. Je vous propose de l'écouter et on se retrouve ensuite avec mon prochain invité. Et rappelons une chose, ces impacts sur la santé, c'est les plus précaires qui sont impactés les premiers, c'est les plus vulnérables, c'est ceux qui habitent en proximité des axes routiers, ce sont notamment les logements sociaux, les habitants des logements sociaux. Ce sont aussi les moins riches. Alors, d'abord, les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Ce sont ceux qui sont le moins équipés ceux qui ont une voiture, en voiture. Et pour ceux qui sont équipés en voiture, vous avez raison de le souligner, il faut les accompagner. Et il faut concentrer les aides pour leur permettre de changer de véhicule. Bonjour Olivier Blon.
Bonjour. Vous êtes conseiller régional Île-de-France, vous êtes délégué spécial à la lutte contre la pollution de l'air en Île-de-France. On vient d'entendre Agnès Pannier-Runacher, elle était hier sur le plateau de BFM TV. Elle a dit cette phrase, les moins riches n'ont pas de voiture, une phrase qui a fait énormément réagir hier. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? C'est terrible de dire une absurdité comme celle-là. Je pense que ça signifie 3 choses différentes. Lesquelles ? La première, c'est que la ministre et les défenseurs des ZFE en général paniquent. Ils n'ont plus beaucoup d'arguments et en tout cas ils essaient de mobiliser même les plus absurdes, ce qui est quand même le signe qu'il se passe quelque chose. Voilà, ça a été abrogé, c'est ça, en commission la semaine dernière et c'est à nouveau en discussion cette semaine. On va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, il y a clairement un ensemble de voix fortes qui se font entendre pour dénoncer les injustices sociales de cette mesure. Qu'entraînent les ZFE, c'est ça ? La deuxième chose qu'on peut dire sur cette déclaration, c'est qu'elle est choquante parce qu'en fait, ceux qui n'ont pas de voiture, ce sont les riches. Ce sont les riches parisiens, dont je fais partie, donc je ne veux pas jeter la pierre. Mais finalement... C'est ceux qui habitent dans les métropoles, en ville, et qui n'ont pas, et qui travaillent en ville. Qui travaillent en ville, qui ont accès à des réseaux de transport en commun remarquables, comme en Île-de-France, et puis qui sous-traitent la mobilité. Quand vous avez besoin de vous déplacer, vous appelez un taxi, un VTC. Quand vous avez besoin de faire... vous avez pas envie de faire la cuisine, vous vous faites livrer par quelqu'un en mobilette ou en voiture. Et puis, quand vous allez faire vos courses, en fait, les magasins, ils ont été achalandés par des camions avec des gens qui se déplacent en voiture ou en véhicule à moteur. C'est trop facile de dire on n'a pas besoin des voitures. Et puis, la troisième chose que j'aimerais dire sur cette déclaration qui est effectivement vraiment choquante, c'est que elle va à l'encontre des données statistiques du ministère de l'Environnement. C'est-à-dire ? Il y a un service qui s'appelle le SDES, donc le service des données statistiques, qui est publié en janvier 2023, donc il n'y a vraiment pas longtemps, des données sur l'équipement en termes de voitures des Français. Et il mesure, donc le premier décile, c'est les 10% les moins riches de France. Le premier décile, ils ont en moyenne 1,3 voitures par foyer. C'est pas 0, 1,3. Et d'ailleurs, ils ont moins de voitures que les riches. Les riches, c'est 1,7 voitures par foyer. Mais enfin, c'est pas 0. Et ce que montre cette étude, c'est aussi que, évidemment, le premier décile, donc cette partie la plus pauvre de la France, elle a des voitures qui sont plus vieilles, 13,8 ans en moyenne. Donc, ils prennent de plein fouet, évidemment, les mesures de la ZFE. Et ce sont aussi, ça va ensemble, la partie de la population qui a les voitures les plus dieselisées. Oui, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des nouveaux véhicules, tout simplement. Et encore une fois, c'est eux qui se prennent de plein fouet. Et la voiture, elle est bien sûr vitale pour se déplacer et notamment, accessoirement, travailler. Bien sûr. Donc, comme je le disais, les ZFE sont à l'agenda de l'Assemblée nationale depuis hier dans le cadre d'un projet de loi dit de simplification de la vie économique. Les ZFE, ça concerne une quarantaine de villes, c'est ça en France, avec 2 métropoles, Paris et Lyon, qui elles sont contraintes d'appliquer. C'est bien ça ? Absolument. Alors c'est un petit peu moins en termes de nombre de métropoles, mais les 2 principales, c'est Paris et Lyon, parce qu'il y a encore des dépassements des valeurs légales de pollution. Et bien sûr, on peut, et c'est mon cas, critiquer les ZFE sans pour autant diminuer l'importance de la lutte contre la pollution de l'air. Au contraire, l'enjeu, c'est bien sûr de lutter contre la pollution, mais la question, c'est de le faire bien, et de le faire sans appauvrir et mettre dans la misère et dans l'inconfort une partie importante de la population. Il faut pour vous enterrer les ZFE, c'est pas la bonne méthode, solution pour améliorer la qualité de l'air ? Très clairement, c'est pas la bonne méthode. Moi, j'ai publié déjà des études en 2021, donc il y a quelques années, sur le sujet, et où je disais que c'est... Je rappelle, vous êtes écologiste. Absolument. Et j'ai présidé la principale association de lutte contre la pollution de l'air pendant des années. Vous avez signé un plaidoyer pour une écologie de droite, Stéphane Albin Michel. C'est vrai. Et je pense que, en fait,
on peut être d'accord sur l'objectif, lutter contre la pollution de l'air, bien sûr, sauver des vies, parce que c'est un problème de santé publique, et puis dire, là, c'est une mauvaise politique. Il y a des bonnes politiques et il y a des mauvaises politiques. Il y a des bonnes manières de lutter contre la pollution, et il y en a qui sont pas bonnes, et la ZFE, elle est pas bonne parce que elle est injuste. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a compris. Elle est inefficace, parce qu'en fait, et on en discutera peut-être... On joue sur une petite partie en fait de la pollution. La pollution automobile, par exemple, pour les particules fines, c'est 16% des émissions. C'est que 16% par rapport à plus de 50% qui vient du chauffage. Donc c'est le chauffage en premier lieu, c'est ça. Bien sûr. Donc pourquoi se concentrer sans cesse sur la voiture? Il faut améliorer, bien sûr, mais c'est qu'une toute petite partie de la réponse. Et là, je pense qu'il y a une manipulation, d'une certaine manière, malfaisante, qui est de dire, et très idéologique, qui est de dire, si on veut lutter contre la pollution de l'air, il faut supprimer la voiture. Non, c'est pas vrai. Il y a plein La voiture, c'est un des éléments. Exactement. Mais c'est pas le principal. Vous dites que c'est le chauffage. C'est ça, mais le chauffage, le chauffage quoi? Au bois? Le chauffage à quoi? Le chauffage au bois, principalement. Le chauffage au bois? Oui. Beaucoup de gens se chauffent encore au bois? Alors, trop. Et surtout, alors il y a à la fois le chauffage au bois pour se chauffer, il y a le chauffage au bois pour faire joli dans son salon, et puis il y a ce qu'on appelle les petites chaufferies ou les chaufferies, donc qui sont des installations pour des collectivités plus ou moins grosses qui sont des installations industrielles et qui émettent des poussières. Alors vous parliez comment on cible la voiture, la bagnole. J'ai presque envie d'employer ce mot, mais pour quelle raison? Vous avez l'air de dire que c'est vous dites que c'est idéologique. Pourquoi cibler la bagnole, puisque vous dites que c'est le troisième, c'est ça, la pollution par les voitures, c'est la troisième cause, c'est ça, si j'ai bien suivi. En tout cas, c'est un tiers. Des émissions, quasiment un tiers des émissions du chauffage. Moi, je pense qu'il y a d'autres manières de lutter contre les pollutions issues des transports. Et principalement, la meilleure solution, c'est de proposer une alternative, proposer des meilleures solutions, développer les transports en commun. Moi, je suis élu à la région Île-de-France. On investit 1 milliard par an pour améliorer les transports en commun. On rajoute des stations, on crée des nouvelles lignes, on permet aux gens de se déplacer autrement. Et ça, si on ne donne pas aux gens une alternative, là on est dans l'écologie punitive. Effectivement, on empêche les gens de vivre et c'est une très mauvaise idée. Je crois qu'il faut trouver des solutions, proposer des alternatives aux gens. C'est ça une écologie de progrès et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Alors évidemment, ça coûte de l'argent, c'est vrai. C'est des investissements, bien sûr. Mais je pense que c'est un enjeu majeur quand on veut parler de la santé de la population. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès, justement grâce notamment à ces investissements. Sur la qualité de l'air, c'est ça? Oui. La pollution de l'air, elle a diminué en 10 ans. De 30 à 40% selon les paramètres qu'on regarde, selon tel ou tel polluant. Là, on parle de quoi? De Paris, du Grand Paris, c'est ça? Île-de-France. Île-de-France. C'est gigantesque. On a fait des grands progrès, notamment parce que les sources d'émissions, en termes de particules, ont diminué dans l'automobile. Donc, maintenant, on peut regarder d'autres choses. Encore une fois, il faut regarder l'habitat, il faut regarder l'agriculture qui émet un petit peu, il faut regarder un petit peu les derniers restes d'industrie qu'on a encore dans la région et les accompagner. Enfin, il y a plein d'autres pistes, il y a plein d'autres choses à faire. Arrêtons de désigner les automobilistes comme les seuls et uniques responsables de cette situation et d'horribles assassins. Et c'est pas vrai, ce sont des citoyens. Mais Olivier Blon, supprimer les ZFE, c'est compliqué parce que ça va être un coût aussi pour le gouvernement. La France reçoit des subventions, non? C'est bien ça, européennes, pour la mise en place d'un dispositif. Donc arrêter, ce serait, j'ai lu, 3 milliards d'euros de sanctions, c'est ça que demanderait l'Union européenne? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet d'argent? Alors en fait, la question c'est à l'envers. Aujourd'hui, il y a un recours de la Cour de justice de l'Union européenne contre la France parce que justement, on n'a pas fait assez. On n'a pas fait assez contre la pollution. Et en fait, l'origine de la ZFE, c'est de dire oh là là, on a cette amende qui pourrait nous tomber dessus. Faisons quelque chose. Alors sans moyens, sans réfléchir vraiment, puisque encore une fois, c'est une mauvaise idée. Mais comme ça, on n'aura pas cette amende. Donc aujourd'hui, la logique, c'est de dire si on supprime la ZFE, cette amende, elle va peut-être tomber. Mais moi, je dis non, ok, arrêtons avec les ZFE, mais faisons d'autres choses pour lutter contre la pollution de l'air. Et on peut convaincre l'Union européenne que justement, on a une action déterminée sur ce sujet-là. Justement, si on se pose la question de limiter, encore une fois, les émissions
du chauffage, de l'industrie et de l'agriculture. Qui sont les autres sources. Laurent Marcangeli, qui est le ministre de la fonction publique et de la simplification, souhaite un moratoire. Pas de création de nouvelles ZFE, a-t-il dit, pour l'instant. C'était une interview dans Les Échos en tout début de semaine. Il a raison, le ministre ? Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, tout est parti. Enfin, la grogne là qu'on peut constater et qui est encore une fois très, très justifiée, elle part du fait que on interdit les critères 3. Donc, en Ile-de-France, c'est environ 500 000 véhicules tout d'un coup. Donc, des gens qui doivent soit renoncer à se déplacer et aller travailler, par exemple, soit s'appauvrissent parce que leur voiture vaut plus rien ou qu'ils doivent en racheter une autre. Donc, c'est absurde. Donc, il faut pas faire cette extension de la ZFE au critère 3. Après, il faut que ça reste aux critères 4 et 5, c'est ça ? Voilà, alors on peut soit faire ça, soit changer un peu le principe. Moi, j'avais à un moment proposé qu'on supprime toutes les restrictions pour les particuliers et qu'on reste sur des restrictions pour les professionnels, mais qu'à ce moment-là, les professionnels, on puisse justement les accompagner beaucoup plus. Oui, parce que vous les empêchez de travailler en même temps, les professionnels. Mais donc là, aujourd'hui, en fait, toutes les artisans, les chauffeurs routiers, Mais justement, on augmente les aides pour ces gens-là pour qu'eux puissent le faire. Et en plus, en général, en tout cas les grandes entreprises, les voitures sont renouvelées. Les parcs de voitures sont renouvelés. Plus rapidement. Mais en tout cas, c'est sûr. Après, il y a tous les artisans quand même. Exactement. Alors nous, en Ile-de-France, on a justement créé une aide spéciale pour eux, pour qu'ils achètent des véhicules électriques. Mais encore une fois, il faut dimensionner les dispositifs d'aide pour qu'ils soient efficaces. Là, si on doit remplacer 500 000 véhicules et qu'on donne, entre 5 et 10 000 euros par personne, par voiture, ça fait tout de suite des milliards d'euros qu'on n'a pas. Et en plus, il reste pour chacun un reste à charge de plusieurs milliers d'euros encore une fois. Donc c'est totalement ingérable. Faisons quelque chose qu'on est capable de faire. Donc, on met le haut là à l'extension toujours plus forte des ZFE, et après on aide ceux qui en ont vraiment besoin et ceux avec lesquels on peut être utile. Vous avez évoqué le mouvement des motards en colère qui manifestait dimanche dernier devant la mairie, rejoint par le mouvement lancé par Alexandre Jardin, les Gueux. Vous pensez que cette contestation, qu'est-ce que vous ressentez-vous localement ? Est-ce que ça peut s'étendre ? Est-ce qu'on peut aller sur un schéma, un scénario gilet jaune bis ? Sur le terrain, qu'est-ce que vous... Alors, personnellement, moi, qu'est-ce qui remonte ? je ne saurais vous dire. Ce que je pense qu'il serait utile, c'est que la discussion sur la ZFE, elle nous permette de repenser notre manière de faire de l'écologie. Et non pas d'arrêter d'en faire. Parce que ce serait dommage qu'on se dise, cette mesure des ZFE, c'est une mauvaise mesure, mais allons-y, polluons, roulons en 4x4 et faisons n'importe quoi. C'est pas ça le message. Le message, c'est cette mesure est injuste. Oui. Trouvons une autre manière de lutter contre la pollution qui soit compatible avec les usages des gens et avec leurs pratiques. C'est pour ça que vous avez créé un think tank, c'est ça, qui s'appelle Urbanité, c'est votre petit bébé là, c'est ça ? Absolument. C'est l'idée ? Hier, avant-hier même, on a créé avec un ami député, Vincent Jeanbrun, un think tank sur la santé environnementale, donc tous les enjeux liés à la pollution et leurs conséquences sur la santé, dont la pollution de l'air, évidemment. Et l'idée, c'est effectivement de trouver des nouvelles manières de protéger la santé des gens, de protéger le fait de pouvoir vivre ensemble en ville, parce que c'est souvent quand même en zone urbaine que les niveaux de pollution sont les plus élevés. Oui, elles sont plus concentrées par définition. Mais sans empêcher les gens de vivre et en essayant de trouver des nouvelles idées, pas dogmatiques, pas antisociales. Donc, en fait, c'est une façon de peser sur le débat avec des propositions, des solutions, c'est ça un peu l'idée ? Absolument. Et l'idée, c'est qu'on propose des propositions de loi assez régulièrement et qu'on les défende et qu'on fasse évoluer le débat public là-dessus. Encore une fois, une autre écologie est possible, loin des ayatollahs et des punitions. Dernière petite question. Il y a eu un incendie tout à fait spectaculaire lundi soir du côté du 17e arrondissement dans le nord-ouest de Paris, un centre de tri de déchets. Quel impact a eu cet incendie sur la qualité de l'air, vous qui êtes monsieur qualité de l'air en Ile-de-France ? Alors, on doit s'inquiéter ou... A priori non. A priori, non. On a vu des gros nuages noirs. Il y a eu beaucoup de papier aussi dans ce centre. Alors,
Le problème des combustions, c'est que ça peut générer des produits toxiques. C'est pour ça qu'on surveille énormément les incinérateurs. Il y a beaucoup de réglementations, de filtres. Et là, tout d'un coup, quand il y a un incendie, sans tous ces dispositifs de protection, il peut y avoir des molécules un peu toxiques qui s'échappent. Aujourd'hui, les valeurs proposées, mises à disposition par Air Paris montrent qu'il n'y a pas de différence. Mais en fait, ils ne mesurent pas vraiment les bons paramètres pour qu'on puisse exclure un risque. Les pompiers ont fait des mesures, j'attends leurs résultats. Bon, je pense qu'il ne faut pas être inquiet. Oui. On n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir... pas inquiet, mais prudent. Pas la peine d'aller faire trop de jogging autour de cet endroit-là, c'est ça. Voilà. Merci Olivier Blon d'avoir été avec nous. Avant de recevoir l'ancien agent de la CIA, David McCloskey, devenu désormais écrivain de thrillers à succès, je vous propose d'écouter un ex-agent des services secrets français. Il était venu raconter ses missions à Timothée Delem, c'était il y a un an. Moi, mon travail, c'était de contacter des gens, de m'entretenir avec des gens, de lire des dossiers, de faire des synthèses de dossiers pour préparer les interrogatoires. Parce que quand on interroge quelqu'un, il faut avoir des éléments sur lui, donc il faut lire beaucoup, il faut préparer les dossiers, il faut quasiment les connaître presque par cœur. Il faut connaître sa vie par cœur ? Le maximum que l'on peut, mais la vie, c'est ce que je dis dans le livre, par exemple. Quand on travaille sur quelqu'un, on s'en fait une image psychologique. On a une image de la personne qu'on va ensuite convoquer ou qu'on va interpeller. Et quand on a la personne devant soi, qu'on l'a depuis 2-3 heures, on s'aperçoit au fil du temps que la personne, c'est pas du tout celle-là. On découvre une personnalité tout à fait différente. Et c'est ça d'ailleurs qui fait un petit peu le charme du travail, parce qu'on a toujours, dans ce métier, on a toujours des surprises. J'ai passé ma vie de policier dans le contre-espionnage en allant au boulot le matin, on me demandait qu'est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui. Bonjour David McCloskey. Hi, thanks for having me. Merci d'être là. Vous êtes un ancien agent de la CIA. Par ailleurs, vous venez parce que vous publiez ce livre, Moscow X, un thriller élu par le Financial Times et Sunday Times, meilleur thriller de l'année 2024. Il est désormais publié en français aux éditions du Seuil. Un très bon roman d'espionnage entre agents de la CIA et agents du SVR, presque comme au bon vieux temps de la guerre froide. Moscow X, c'est le nom d'une opération qui est menée par les États-Unis pour déstabiliser la Russie de Vladimir Poutine. C'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, l'inspiration de ces romans, c'était la question suivante. Qu'est-ce qui se passerait si la CIA devenait vraiment très dure envers Vladimir Poutine et Moscow X? C'est donc cette opération qui vise à faire cela, justement. Vos personnages principaux, ce sont des femmes très fortes. Qu'est-ce que ça a apporté au récit d'avoir des femmes? Est-ce que ça apporte quelque chose ou vous cédez à la mode actuelle, entre guillemets? Je vis aux côtés d'une femme forte. Donc c'est très important pour moi de transmettre cette voix. Par ailleurs, lors de l'écriture de ce roman, j'essaye de découvrir les personnages qui me viennent en tête. Et en l'occurrence, il s'est trouvé que les personnages qui me sont venus à l'esprit étaient des femmes très intéressantes qui travaillaient dans le renseignement, aussi bien à Washington qu'à Moscou. Et l'une des choses que j'essaye de faire dans ce roman, Moscow X, c'est de communiquer aux lecteurs et aux lectrices ce que ça représente d'être à l'intérieur de la CIA et d'être impliqué dans une opération avec toute la culture de la CIA. Et pour y avoir travaillé, je sais que plusieurs de mes chefs étaient des femmes, mes collaborateurs étaient des collaboratrices. Donc la réalité de la situation, c'est qu'il y a un grand nombre de personnages principaux sont des femmes. Effectivement, le livre regorge de détails sur les méthodes de la CIA, sur les moyens de surveillance. Par exemple, ça s'inspire très très proche de la réalité.
Bon, évidemment, les informations ne sont pas toutes bonnes à divulguer, mais je suis aussi proche de la réalité que j'ai pu l'être. Voilà. Parce que j'écris donc des romans et je me rends compte que d'abord j'y prends beaucoup de plaisir et la CIA ne me semble pas réelle, à moi. Hein. Vous voyez, je couche les mots sur le papier et puis en réalité ça ne reflète pas vraiment mon expérience à la CIA. Mais ce que je veux faire, c'est transmettre la réalité de la CIA. À chaque fois que je construis une scène, que ce soit du point de vue de Washington, du point de vue de Moscou, j'essaye de dépeindre la réalité des opérations, la réalité de la technologie et à un niveau plus profond, la réalité des codes culturels, le code moral, si vous voulez, que suivent les gens du renseignement. Donc, cette fidélité m'est très importante et c'est ce que j'essaye de faire. Cela, je me documente et puis je puise dans mon expérience personnelle, bien évidemment. Oui, parce que je rappelle que vous êtes un ancien agent de la CIA. Est-ce que la CIA a lu le livre et est-ce qu'elle a demandé la suppression de certains passages ? Oui, en fait, première partie, je donne mes manuscrits à la CIA me renvoie mon manuscrit avec du surlignage par-ci, par-là, et le surlignage, ça se fait en noir, hein, donc ils enlèvent un certain nombre de passages. J'en suis à mon deuxième roman avec Moscou X, et maintenant je sais mieux anticiper ce qu'ils vont supprimer. Mais dans Moscou X, la première version du manuscrit, ils ont retiré un certain nombre de passages. Et malheureusement pour les lecteurs et les lectrices, j'ai été obligé d'enlever certaines choses. Mais sans pour autant sacrifier un certain nombre de détails croustillants et intéressants. Alors, il y a, par exemple, on boit pas mal hein, dans ce livre, on boit pas mal d'alcool, hein, de la vodka, du mezcal, puisque l'action se déroule entre le Mexique, la Russie, un peu d'Europe avec la Suisse. Alors, pour résister aux effets de la vodka russe, hein, pour les agents de la CIA qui doivent à un moment se déplacer sur le territoire russe, eh bien, la CIA a une recette de bar chocolaté très spéciale. Ayant côtoyé des agents de la CIA qui ont passé du temps auprès des Russes, ils m'ont dit qu'il fallait conduire des opérations, des réunions formelles ou clandestines, hein, en des états d'ébriété, partielle ou totale. Donc il n'était pas rare que les Russes, pendant une réunion, ouvrent une bouteille de vodka, et dans la vodka, et il y avait une sorte de système qui faisait que quand on ouvrait une bouteille de vodka, on ne pouvait pas la refermer. C'était ça le bouchon de la bouteille. Autrement dit, l'officier de la CIA devait savoir se gérer sous l'influence de l'alcool. Alors, les recettes que j'ai développées dans le roman pour faire face à ce problème, c'est en fait un produit de mon imagination. J'ai décidé de trouver un moyen selon lequel les officiers de la CIA non habitués à l'alcool puissent faire face à la vodka russe. L'équivalent effectivement de bar chocolaté de 4 Big Mac. Alors, la guerre en Ukraine est arrivée juste après l'écriture du premier jet du roman. Est-ce que l'invasion russe, les tensions qui ont découlé ont influencé, ont modifié votre récit ? Ah oui, bien sûr. En fait, j'avais pratiquement terminé la première version lorsqu'il y a eu l'invasion en 2022. Donc, je me suis replongé dans mon manuscrit et puis il y a un certain nombre de ressorts dramatiques que j'ai dû enlever. J'ai dû ajouter des scènes parce que je savais que je ne pouvais pas écrire quelque chose qui ne reflétait pas la réalité actuelle. Les Russes ont envahi l'Ukraine. Bon, et depuis lors, le roman ne porte pas sur la guerre en Ukraine, mais on sent quand même la présence de cette guerre dans le roman, évidemment.
C'est une sorte de cadre dans lequel la CIA essaye de travailler avec les Russes. La guerre a eu pour impact le fait que le CIA puisse quand même travailler, et moi j'ai essayé de faire ça de façon plausible et le plus réaliste possible. Je le rappelle, vous avez été analyste pour la CIA, vous êtes désormais écrivain. Écrire des thrillers d'espionnage, c'est retrouver une adrénaline un peu? J'adore écrire ces histoires. Écrire ces histoires, ça me permet de puiser dans mon expérience, dans mon ancienne vie, et de me plonger dans le monde actuel de la géopolitique. Pour écrire ce livre, j'ai dû utiliser mon imagination, ancrée dans la réalité, bien sûr, hein, donc une sorte de mélange. Et il faut que la CIA rende Vladimir Poutine encore plus parano qu'il n'est pour le frapper là où ça fait mal. Hein. Donc ce mélange d'imagination et de réel politique, de la géopolitique, de la rivalité entre Washington et Moscou, pour moi c'est tout à fait exaltant, j'adore. Donc la vie civile, si je puis dire, elle est agréable, elle a un goût agréable, la vie civile, après ce passé d'agent CIA? Yes, it's, you know, writing is, I like to describe it as a very lonely team sport. L'écriture, c'est un sport d'équipe très solitaire. C'est un oxymore, certes, mais on passe beaucoup de temps seul pour écrire. Ça peut être exaltant, ça peut vous rendre dingue aussi, mais autour de soi, il y a une équipe de gens qui vous aident, qui vous donnent des informations, et ça, c'est un processus absolument formidable. Donc, la création se fait ainsi. C'est un processus génial pour moi de produire ce livre, puis de le voir, puis d'être avec vous, ici à Paris, pour en parler. Moi, j'habite au Texas, mais me voici ici avec vous pour parler de ce livre. Donc, vous voyez, ça me récompense dans toutes les douleurs que j'ai vécues à écrire ce livre. Mais comment on passe d'analyse de la CIA à auteur de romans? Vous avez appris à écrire. Comment ça s'est passé? Well, so, as a CIA analyst, en tant qu'analyste de la CIA, et j'écris beaucoup. C'est ce que font les analystes de la CIA. En fait, c'est de l'écriture analytique. Il n'y a pas de voix, c'est pas romanesque, c'est très sec. Vous voyez, c'est très factuel. Voilà, on traite d'un sujet, que ce soit en Syrie ou en Russie. Mais il y a des similitudes dans l'écriture. Il faut être précis, rigoureux, il faut un vocabulaire particulièrement parcimonieux et puissant, et c'est ce qu'on fait quand on est agent de la CIA, et c'est très utile quand on écrit un roman. Mais quand on écrit de manière créative, par contre, il faut abandonner une partie de son ego pour trouver les personnages, pour trouver les ressorts dramatiques, et surtout pour trouver la voix du livre. Et ça, c'est une approche complètement différente de celle que l'on doit avoir quand on écrit, quand on travaille à la CIA. Donc, on fait travailler différents muscles ou différentes parties du cerveau, si vous voulez. À la CIA, on vous demande d'analyser la situation et de trouver des idées pour tenter de résoudre des problèmes géopolitiques. Mais en fait, on se retrouve parfois dépourvu. Par contre, quand on écrit un roman, là, on est au niveau plus humain et on se demande l'impact qu'a la géopolitique sur les populations, les relations entre les pays. Donc ça, c'est exceptionnellement exaltant, c'est fascinant. Vous parlez de rapprochement entre les pays. Justement, votre nouveau président Donald Trump s'est rapproché de façon tout à fait spectaculaire auprès des Russes et de Vladimir Poutine. Il a par ailleurs aussi annoncé un plan de départ volontaire des agents de la CIA. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces derniers événements, vous qui êtes américain, ancien agent de la CIA? Yeah. Well, so when I would go and speak with
Quand je parle avec des amis qui travaillent à la CIA, qui étaient là lors de la première administration de Trump, ils me disent qu'au niveau les plus élevés, on parlait beaucoup, mais au quotidien, ça ne changeait pas grand-chose pour eux. Maintenant, on en est au deuxième mandat de Trump, mais ce n'est pas le cas du tout. Ce à quoi j'assiste, moi, auprès de très nombreux amis, très proches, c'est que l'ambiance a changé. En effet, il y a une peur de licenciement. À la CIA, on vire des gens, et partout dans le gouvernement fédéral, d'ailleurs, on vire des fonctionnaires par centaines, par milliers, et ça génère une peur incommensurable au sein de la CIA. Les gens ne savent plus si dans 6 mois, ils seront au chômage ou pas. Donc ça, c'est un aspect de la chose. Par ailleurs, de façon plus générale, ils ont l'impression que leur contribution, la valeur de leur travail devient dénigrée par Trump et son entourage. Les fonctionnaires sont agressés par la Maison-Blanche. Et en ce qui concerne la CIA, plus particulièrement, les gens sont préoccupés par la politisation du renseignement. Y a-t-il les faits sont là pourtant. La CIA produit des faits sur la Russie, sur la Chine, sur la France, évidemment. Et Trump et son entourage n'écoutent pas forcément les faits. Il y a beaucoup de censure. Et par conséquent, il y a de très nombreuses façons différentes d'évolution de cette situation. Et aujourd'hui, la peur est grandissante au sein de la CIA. Les gens craignent que Trump va transformer ces faits pour que la CIA devienne une entité plus politique qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Ce qui n'était pas la destination, c'est ça, de la CIA. La CIA doit rester une entité en dehors du politique. Exactly. Vous êtes plutôt inquiet? I am concerned. I mean, oui, préoccupé. When you look at how politicized quand on regarde le niveau de la politisation des États-Unis d'une façon générale, et quand on regarde le niveau de la politisation des institutions de sécurité nationale, et quand on regarde comment ces institutions, sous le deuxième mandat de Trump, eh bien, on est préoccupé. On n'a pas douté, parce que comme vous l'avez dit, quel est le dessein, quel est le but de la CIA? Eh bien, vous l'avez dit, c'est de révéler des faits, de transmettre des faits. Même si le président ne veut pas entendre certaines choses, eh bien, la CIA met des informations sur son bureau, même si ça lui déplaît. Parce que le président doit être informé de telle ou telle politique à l'étranger et de telle ou telle opération, et peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui est en cours d'évolution dans un pays qu'il est bon de connaître. Mais aujourd'hui, moi je dirais que mon niveau de confiance a considérablement baissé, et sur le bureau du président, il arrive un certain nombre de choses que le président ne regarde pas. On revient à votre livre Moscou X. Je crois qu'il y a un film, c'est ça, qui va être adapté de votre livre prochainement? So we've sold the film rights from On a vendu les droits to a US production company. À une société de production américaine. Oui, le film va se faire, et j'espère qu'on pourra vous en dire davantage bientôt, lorsque la production sera lancée. Oui, mais le projet existe, oui, ça va se faire. Donc pas de casting pour l'heure, mais vous avez peut-être déjà imaginé des actrices pour incarner vos héroïnes, des héroïnes au nom mythologique, hein, j'ai remarqué. Hein. We certainly don't have anyone attached yet. Non, on n'a pas encore signé de contrat au niveau de la production du film, mais à mesure que j'ai écrit, je ne pense pas à tel ou tel acteur ou actrice pour les rôles. Hein. Mais maintenant, il y a quelques noms qui me viennent à l'esprit, moi. En particulier pour
Il y a Audrey Plaza, par exemple. Julie Louis-Dreyfus serait tout à fait approprié. Donc oui, de toute façon, les opportunités ne manquent pas pour que ce livre devienne un bon film avec un très bon casting. C'est en tout cas un très bon thriller. Merci David Maklowski d'avoir été avec nous. Merci à Xavier Combe qui a assuré également la traduction. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. Et puis rendez-vous demain avec Timothée Delem. C'est lui qui sera aux manettes de l'émission. Rendez-vous midi en direct sur le Figaro TV. À bientôt.